Au niveau du dark web, les données médicales se vendent beaucoup plus cher que des données bancaires. C'est 10 fois supérieur. Le budget informatique d'un hôpital, c'est 1,2 à 1,5% de son budget d'exploitation. Dans certains CHU, on va dépasser les 2%. Pour rappel, dans la banque, c'est 9%. Parce que les dossiers des patients sont aussi importants que la sécurité bancaire, si ce n'est plus. Et il faudra donner les moyens aux hôpitaux d'avoir des ingénieurs en cybersécurité d'un très bon niveau. Il y a eu des choses qui sont faites au niveau des grilles hospitalières, au niveau RH, pour pouvoir, entre guillemets, payer des bons salaires, ces gens-là. C'est très bien ce que fait l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre à niveau les hôpitaux, de leur donner les moyens d'avoir une cybersécurité de qualité. Mais il est évident qu'il va falloir que cet effort soit fait sur la durée. C'est un peu comme le dopage. Si on veut lutter contre le dopage, ça ne va pas s'arrêter avec le programme CARE. L'hôpital, c'est la santé, c'est l'humain, c'est le citoyen. Donc quand on attaque l'hôpital, on attaque la santé. Et donc, il y a un élément de pression qui est beaucoup plus fort. Bienvenue, Emmanuel Waterloo et Pierre Connor sur cette émission Risque Intel Média en partenariat avec le FIC 2025. Avant de vous laisser vous présenter, je redonne le thème justement de cette interview, c'est les hôpitaux face au cybercrime. Justement, on va parler de la menace qui sévit dans le secteur de la santé. Mais avant de commencer mes questions, je vais vous permettre de vous présenter justement pour recontextualiser votre présence sur ce thème. Emmanuel. Merci. Donc moi, je suis Emmanuel Waterloo. Au sein d'Orange Cyberdéfense, je suis responsable de la verticale santé. Donc l'idée, c'est d'avoir une double compétence, à la fois sur la cyber et connaître nos clients sur le secteur de la santé. Pierre. Donc moi, j'ai passé toute ma carrière dans le monde de l'édition de logiciels et dans le monde de la santé. Je m'occupe des relations publiques pour le GIP CEPAGE. Alors GIP CEPAGE, c'est le groupement d'intérêt public qui a 324 adhérents, 324 hôpitaux publics pour lesquels nous fournissons des solutions pour les fonctions support de l'hôpital. Alors comme je le disais, on va parler des hôpitaux face au cybercrime. Alors on le dit très souvent dans les médias, les établissements de santé sont réputés pour être des cibles de choix. Donc ma question c'est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que la donnée est très sensible ou est-ce que parce que les établissements de santé malheureusement parfois n'ont pas les moyens de se protéger correctement? Juste quelques éléments de contexte. 10% des attaques par rançongiciel sont vers les hôpitaux publics. 80% des signalements au niveau du CERT santé concernent des hôpitaux publics. Alors, à ça, il y a plusieurs raisons. Et il est évident que les hôpitaux avaient un retard en termes de cybersécurité. Je parle au passé, on en parlera des programmes et autres. Il y a une autre raison, c'est que concrètement, au niveau du dark web, des données médicales se vendent beaucoup plus cher que des données bancaires. Plus de 10 fois supérieures. Donc, pourquoi pour plein de raisons, il y a des problèmes il peut y avoir des problèmes d'assurance, de traitement, il y a des problèmes de recherche, il y a des problèmes de chantage, il peut y avoir plein de raisons derrière tout ça. Et puis l'autre point aussi, c'est que l'hôpital, c'est la santé, c'est l'humain, c'est le citoyen. Donc quand on attaque l'hôpital, on attaque la santé et donc il y a un élément de pression qui est beaucoup plus fort. Alors justement, j'aime bien donner des exemples et c'est vrai que vous l'avez très bien mentionné, quand on attaque un hôpital, on attaque directement les personnes. Donc finalement, un hôpital qui se retrouve bloqué, qui n'a plus accès à ses fichiers, à ses dossiers, par exemple, sur une journée, ne peut pas faire d'opération, puisque vous n'avez pas accès à l'historique des patients. Donc là, on met en péril complètement des individus qui peut-être ont besoin d'être opérés en urgence pour des pathologies. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut savoir que dans certains pays d'Europe, notamment en Angleterre, on a déjà eu un décès suite à une cyberattaque. Donc il y a un risque de perte de chance, comme on dit au niveau médical. C'est quelque chose de très très grave. Alors vous parliez justement tout à l'heure de ce qui est fait aujourd'hui, puisque vous parliez du passé par rapport aux attaques cyber, ou en tout cas à la prégnance de ces attaques. Donc face à cette cybermenace, l'une des réponses de l'État, c'est le programme CARE, donc Cybersécurité, Accélération, Résilience des établissements, qui vise justement à renforcer la cybersécurité des établissements de santé. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ce programme et quels sont les montants qui sont engagés? Et puis est-ce que c'est suffisamment connu ou lisible pour les acteurs qui sont concernés? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme CARE, donc c'est différents axes. Donc c'est un programme qui a commencé en 2023 et qui doit finir jusqu'à 2027 avec différents axes. Donc pour globalement renforcer la résilience des établissements de santé. Il y a un premier volet qui a été déployé en début 2024, plutôt sur la sécurité opérationnelle. Donc pour renforcer vraiment ce qui était le cœur du système d'information de chaque établissement de santé pour vraiment renforcer leur sécurité. Donc les fameux Active Directory qui sont le cœur des systèmes
à l'interne au niveau des établissements, et puis en externe, tout ce qui est exposé à Internet. Donc ça, c'est un programme qui a commencé l'année dernière, qui devrait s'arrêter à fin juin, et un deuxième programme, un deuxième volet, qui est vraiment dédié à la résilience des établissements, donc notamment en mettant en place des plans de continuité et de reprise d'activité. Donc l'idée, c'est de se dire, on sait que les établissements se font attaquer et qu'ils se préparent. Donc on anticipe une cyberattaque, donc de différentes manières, sur des volets technologiques avec différentes solutions, et puis les opérationnels, si je puis dire, les différents services se préparent à avoir plus de systèmes d'information et à avoir des modes dégradés. Alors justement, on imagine justement qu'on va avoir des fonds qui vont être mis à disposition. On ne va pas Tout à fait. pouvoir tout financer, donc j'imagine qu'il y a Ouais. peut-être des chantiers de priorité. Quels sont ces Ouais. chantiers? Alors, premier chantier, comme je parlais sur le volet numérique, la sécurité opérationnelle, pardon, c'est un montant de 65 millions d'euros, donc qui a été utilisé pour plus de 80% des établissements ont candidaté pour ce premier volet. Le deuxième volet, ça va être vraiment la priorité sur ces fameux plans de continuité et de reprise d'activité. Donc, le but de ce programme, donc là, qui devrait arriver en 2025. Il est imminent. Il va arriver durant le mois d'avril. Voilà. Dans quelques jours, il devrait normalement être annoncé. Et donc là, c'est vraiment aider chaque établissement à identifier ses activités les plus critiques et identifier les modes dégradés associés. Alors justement, ce plan, est-ce qu'il est réellement suffisant, hein, parce que je comprends quand même que c'est un secteur qui peine à avoir des fonds. Oui, alors, je vais encore donner des éléments de contexte. Le budget informatique d'un hôpital, c'est 1,2 à 1,5% de son budget d'exploitation. Dans certains CHU, on va dépasser 2%. Pour rappel, dans la banque, c'est 9%. Je pense que les dossiers des patients sont aussi importants que la sécurité bancaire, Si ce n'est plus. si ce n'est plus. Alors, c'est très bien ce que fait l'État aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre à niveau les hôpitaux, de leur donner les moyens d'avoir une cybersécurité de qualité. Mais il est évident qu'il va falloir que cet effort soit fait sur la durée. C'est un peu comme le dopage. Si on veut lutter contre le dopage, ça ne va pas s'arrêter avec le programme CARE. Ça continue. Ça continue après. Et il faudra donner les moyens aux hôpitaux d'avoir des ingénieurs en cybersécurité d'un très bon niveau. Il y a eu des choses qui sont faites au niveau des grilles hospitalières, au niveau RH, pour pouvoir, entre guillemets, payer des bons salaires de ces gens-là. Mais ça sera sur la durée. Ça ne peut pas être que ponctuel. Alors justement, ces fonds, j'imagine qu'ils vont être alloués à des ressources humaines, parce qu'on a besoin de personnes qui travaillent. Vous parliez notamment de mise en place de plans de continuité d'activité, donc il y a tout un travail finalement de gouvernance qui va être fait. Également de outillage, j'imagine qu'il faut des solutions. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Tout à fait. Alors, en termes de solutions, c'est des choses assez simples. C'est déjà identifier en cas de crise d'avoir une mallette de crise. Donc il y a différentes solutions qui permettent à l'établissement de sanctuariser un certain nombre d'informations qui permettent de continuer. Donc ça peut être des simples fiches réflexes pour l'admission des patients, par exemple, mais également pour les équipes informatiques, pouvoir avoir, par exemple, la liste des fournisseurs. Voilà, donc c'est des solutions à la fois administratives ou plutôt côté sanitaire pour que les établissements puissent, par rapport aux activités les plus critiques, pouvoir continuer. Il y a également des solutions technologiques, évidemment, pour avoir des solutions informatiques de repli, avoir des systèmes, par exemple des messageries de repli, des environnements bureautiques de repli qui permettent de continuer à fonctionner en mode dégradé le temps que les équipes informatiques remontent les applications qui ont été attaquées. C'est là où vient notre compétude, je dirais, entre Orange Cyberdéfense et Cepage. C'est que Orange Cyberdéfense apporte son expérience et ses compétences en termes de cybersécurité, et nous apportons notre compétence en termes de métier de l'hôpital, et notamment sur les fonctions support. Parce qu'en termes de cybersécurité, souvent, on regarde beaucoup le côté médical, et c'est normal, mais les fonctions support, pouvoir admettre un patient, parce que derrière, c'est des étiquettes pour le labo, faire les analyses de sang, ça peut paraître un détail, mais il faut admettre le patient par son nom, pouvoir le suivre au cours de son séjour. C'est pouvoir commander, parce que pour soigner, il faut des médicaments. Si j'ai plus d'informatique, comment je fais pour commander? Comment je fais pour payer mes agents, par exemple? Donc, c'est tous ces sujets-là. Et c'est là où, effectivement, notre complémentarité arrive, où nous, on apporte effectivement cette compétence du métier et donc des kits, entre guillemets, de survie pour que l'hôpital continue à travailler et à soigner ses patients. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, ce que j'en comprends, on ne sécurise pas une entreprise comme on sécurise un hôpital. Non. C'est pas parce qu'il y a plus d'humains, finalement. Il y a le côté humain qui est primaire. Il faut bien voir que on soigne des gens, on soigne des patients, et que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la notion de perte de chance. Et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, il faut se donner des plans blancs, comme il y a un plan blanc lorsqu'il y a une catastrophe. Dans les hôpitaux, vous avez des plans blancs quand il y a une catastrophe. C'est organisé. Mais il doit y avoir un plan blanc cyber, entre guillemets. Et même s'il faut revenir parfois au papier, mais il faut s'être organisé avant pour que ce papier il soit là et qu'on ne cherche pas
qu'on puisse le faire. Faut bien comprendre aussi qu'une cyberattaque, ça coûte très cher à un hôpital. Alors, ça coûte très cher pour reconstituer effectivement son infrastructure et autres, mais il y a une perte d'exploitation, c'est-à-dire c'est le travail qu'a fait l'hôpital. Si vous ne saisissez pas les actes, l'hôpital, il n'est pas payé D'accord. concrètement. Donc, il y a une perte financière qui est très élevée, qui peut atteindre des millions d'euros, hein. Là, que le dernier rapport de la Cour des comptes parle d'une moyenne de 10 millions d'euros par hôpital. Vous voyez, ce n'est pas des sommes anodines. Donc voilà, il y a des vrais sujets derrière tout ça. Alors, je pose une question. On dit souvent que suite à une cyberattaque, par exemple, sur une PME, elle peut faire faillite. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un hôpital ferme suite à une cyberattaque? Non, un hôpital ne fermera pas, on ne peut pas, ça, c'est pas possible ça. Donc non. Alors, on va fermer des services, on va reporter des opérations. Effectivement, il y a toute une organisation de plan blanc derrière ça, parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne pourra plus faire. Mais ça ne ferme pas. Il y a des patients dans l'hôpital, il ne faut pas oublier ça quand même. Il y a des patients dans l'hôpital, il faut les soigner. Alors justement, vous qui accompagnez donc des établissements de santé, quels sont les plus gros problèmes que vous avez pu constater sur le terrain? Si vous pouvez me donner des exemples concrets. Alors, les différents types de problèmes qu'on peut avoir donc, suite à un scénario de cyberattaque, déjà la plupart des établissements ne sont pas préparés. Donc il y a déjà un premier état de sidération. Donc les premières heures, les premiers jours, c'est déjà comment on s'organise pour gérer la crise. Donc il y a déjà ce premier sujet-là. Et après, évidemment, on va se poser les questions des principaux services qui doivent repartir le plus tôt possible. Donc ces fameux plans de continuité de reprise d'activité permettent d'identifier qu'on a eu le temps de le faire en avance de phase. Donc le service des urgences, les laboratoires, par exemple, s'il n'y a pas de laboratoire fonctionnel, la plupart des services de soins ne peuvent plus fonctionner. Donc voilà, donc l'idée c'est de prioriser un peu les activités et voir avec les équipes plutôt techniques, opérationnelles, plutôt les directions informatiques, pour prioriser les applications qui doivent revenir le plus vite possible. Alors, d'un point de vue d'un cyberattaque, alors je comprends que ce n'est pas la même chose, mais d'un point de vue d'un cybercriminel, finalement, un hôpital, c'est une PME. Quelles sont donc les 3 recommandations que vous pourriez donner? Alors moi, je veux bien, pourquoi non? Allez, dites-moi. Oui, alors oui et non. Oui, c'est une PME absolue et non à la fois. Un hôpital, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un hôpital, un CH, CHR, CHU, ça va de 250 à 500 applications différentes, voire plus. Donc, il faut bien comprendre la complexité. Il y a énormément de spécialités à l'hôpital pour soigner les gens. Et chaque fois, c'est souvent une application différente qui va être développée avec un langage qui sera éventuellement différent des autres applications, avec des infrastructures différentes, etc., etc. Donc, il y a une complexité qui est énorme. Certaines seront en mode SaaS, donc avec des connexions Internet et autres, d'autres seront en on-premise. Donc, c'est vraiment le monde de l'hôpital est un monde au niveau de l'informatique particulier et très compliqué, qui fait de cette multiplication d'applications. On peut peut-être compléter par rapport à ce que dit Pierre. Chaque hôpital aujourd'hui doit avoir un plan blanc, donc qui permet de gérer des crises sanitaires majeures. Et ce qu'on préconise, ce qui est d'ailleurs obligatoire aujourd'hui, c'est d'avoir un volet numérique de ce plan blanc. Et donc, si on avait 3 recommandations à donner à nos auditeurs, c'est déjà travailler sur la cybersécurité au quotidien des systèmes. Donc, faire des audits réguliers, identifier les failles de sécurité éventuelles et avoir un plan de remédiation. Donc ça, c'est le premier point, pour s'assurer que la surface d'exposition est la plus petite possible. Deuxième sujet, en fin de compte, on sait qu'il y aura forcément des crises cyber, donc d'un impact plus ou moins important, et donc avoir un plan de gestion de crise adapté. Donc c'est avoir défini différents documents, une mallette de crise, faire des exercices réguliers, donc ça c'est important. Et puis au niveau des personnels, avoir ces fameux plans de continuité et de reprise d'activité, des modes dégradés qui sont testés également dans l'exercice de crise, qui fait qu'au quotidien on permet de s'améliorer pour pallier à une cyberattaque et le mieux le réagir possible. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Emmanuel d'avoir répondu à mes questions sur cette émission Risque Intermédiaire en partenariat avec FIC 2025. On a pu parler justement de la cybermenace dans le secteur de la santé. J'espère peut-être vous avoir prochainement sur une autre émission. Avec plaisir, merci à vous. Merci.